Bonsoir mesdames, merci d'être à votre rendez-vous de décideurs. Tous les samedis, nous sommes avec vous au rendez-vous et nous recevons ce soir l'apôtre Christian Numbi. Il nous fait l'honneur pour être avec nous sur ce plateau. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Eric. Vous allez très bien? Nous disons très bien. Merci de nous faire l'honneur. Merci à HK6. Alors, vous êtes directeur provincial de la CNSS Katanga 2. Vous étiez d'abord, bien évidemment, avant de gravir les échelons, chef de division. Vous aviez finalement gravi plusieurs échelons pour arriver au poste de directeur. Vous êtes assistant à l'université de l'ICASI. Vous êtes doctorant en droit. Vous aviez également initié la fondation Christian Numbi, dans laquelle on retrouve l'ONG AFOD. Plusieurs casquettes ce soir. Vous êtes également apôtre, visionnaire du ministère Vision Carmel. On va aborder toute cette question ce soir. Ça sera avec plaisir. Alors, on va d'abord commencer par votre ministère. Comment êtes-vous devenu apôtre? En fait, c'est une longue histoire. Nous avons commencé trop jeunes, à l'ICASI en 1994. Nous avons été consacrés pour la première fois en 1996. Et Dieu nous a finalement donné une vision claire en 1998. On a implanté la vision Carmel. C'est une église qui a une histoire tout à fait. Maintenant, nous sommes implantés un peu partout. Nous sommes à Lubumbashi avec 3 paroisses. Nous sommes à l'ICASI avec 5 paroisses. Nous sommes à Kolwezi. Nous sommes à Kasumbalesa. Nous sommes actuellement maintenant même en Belgique. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à la vision. Êtes-vous apôtre par vocation ou c'est par passion que vous êtes apôtre ou juste parce que vous aimez les choses de Dieu? Non, 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 on ne peut pas être apôtre par passion. L'apostolat, c'est un appel. Oui. L'apostolat, c'est une vocation. Donc nous le sommes parce que Dieu nous a donné une vision claire et nette qui nous a permis aujourd'hui, qui se justifie par rapport à la réalité. Donc nous avons su implanter beaucoup d'églises, nous avons beaucoup de pasteurs que nous avons formés et nous encadrons beaucoup d'âmes. Donc c'est une vocation. Apôtre, y a-t-il une différence entre un homme de Dieu par appel ou celui qui finalement se retrouvait à la théologie pour devenir homme de Dieu? Y a-t-il un parallélisme là-dessus? Donc il y a des écoles. Hein. Mon école à moi soutient qu'on ne peut pas se faire pasteur, on ne peut pas se faire apôtre. Ou soit on ne peut pas étudier pour devenir pasteur. Mon école à moi que je soutiens, c'est une école d'appel où Dieu choisit et par après quelqu'un peut se former. Donc il y a beaucoup de gens qui font cette confusion, mais moi je suis de cette école-là qui croit que la base de tout c'est l'appel. La formation peut suivre après. Donc passer par une formation pour devenir pasteur ou apôtre, pour moi ce n'est pas une condition sine qua non. Pour vous, c'est d'abord l'appel. D'abord l'appel de Dieu, c'est suffisant. Si quelqu'un veut se former, là, c'est un autre problème. Mais je sais que les disciples ne sont passés par aucune école, mais ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui dans la Bible et dans l'histoire de la parole de Dieu. Alors, à ce jour, on va essayer avec vous, puisque vous êtes également dans la casquette d'un homme politique. Quel parallélisme faites-vous entre un homme politique et un homme de Dieu? Ben, je savais que cette question n'allait pas rater. Oui. On me l'a toujours Parce que posé. c'est une question importante à ce jour qui suscite aussi polémique de voir les hommes de Dieu qui sont engagés étroitement dans la politique, alors que l'on sait que la politique s'accompagne de plusieurs autres aspects. J'étais totalement convaincu que cette question n'allait pas être loupée. Je vais répondre très aisément parce que je suis un homme de conviction. Pour moi, un homme de Dieu peut faire la politique parce que la politique, en somme, trouve ses racines dans la Bible. Parce que par définition, politique veut dire gestion de la cité. Et nous savons que Dieu lui-même a géré pendant un certain temps Israël. Et il a utilisé des hommes. Nous savons que l'homme à qui Dieu, les seuls d'ailleurs, à qui Dieu a dit l'homme selon mon cœur, c'était David, c'était un politicien. Alors nous comprenons que si les hommes de Dieu ne prennent pas leurs responsabilités pour faire de la politique, la gestion de la cité, au sens de la Bible, les choses n'évolueraient pas. Donc, c'est possible qu'un homme de Dieu soit politicien, comme David l'était, comme d'autres rois en Israël, qui parlaient constamment avec Dieu et qui faisaient de la politique, qui géraient la cité. Partant de votre étymologie, évoquant la gestion de la société ou de la cité comme politique,
cela ne doit-il pas se limiter par le fait que vous gérez les églises, vous gérez les membres des églises? C'est déjà une politique mise en place. Est-ce faire la politique activement, cette politique qu'on appelle politicienne, qui finalement amène certains hommes de Dieu à la dérive? Non, malheureusement que dans l'opinion congolaise, la politique a une très mauvaise définition. Ici, on vous présentera la politique comme étant l'art des menteurs, ou de l'art des mensonges. Qui est vérifiable, effectivement. Bon, vérifiable par rapport à la compréhension congolaise. Mais nous croyons que, comme la Bible le dit, si un juste règne, il y a la paix, il y a la tranquillité. Et les justes, nous les retrouvons seulement à l'église. Et j'ai aussi parcouru et la Bible et la Constitution de la République démocratique du Congo. Parce que nous ne pouvons pas être pasteurs et être hors la loi. La Constitution n'interdit pas à un pasteur de faire de la politique. La Bible elle-même, nous allons la parcourir avec vous, on ne trouvera jamais un verset qui dit « Si vous servez Dieu, vous ne devez pas vous impliquer dans la chose publique, la chose de l'État. » C'est ce que je vous ai expliqué. Dieu lui-même a choisi David. Il lui a donné une mission de gérer la cité. De gérer la cité. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que faire de la politique, ou bien la politique, c'est une priorité ou un domaine réservé des païens. Non, 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 non. Non. Si nous laissons aux païens, les conséquences, nous devrons être aussi sérieux de les subir, si je peux le dire comme ça. Il y a aujourd'hui dans des pays où les païens règnent et gèrent, il y a l'homosexualité qui s'installe. Qui peut barrer la chose à l'homosexualité, à toutes ces mauvaises choses que le diable avait installées dans un pays, si ce n'est l'homme de Dieu? Moi, je pense que même la délivrance du Congo ne passerait que par ça. Si les hommes de Dieu s'impliquent dans la chose politique, ils vont apporter quelque chose. Mais je voudrais aussi dire, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces domaines. Oui. Il y a certaines personnes qui passent, qui disent que nous ne faisons pas la politique, mais ils votent. Ils se choisissent des candidats. Et même j'ai vu pendant les élections, où les hommes politiques sont partis donner des chaises dans des églises, acheter des synthétiseurs, acheter même des pasteurs. Nous avons vu des pasteurs être des conseillers spirituels des hommes politiques. Oui. Un conseiller, c'est un politicien. Un conseiller, c'est un politicien. Je pense qu'il faut que nous soyons sincères. Et l'apôtre Christian Numbi, il est sincère. Il s'assume, je suis un homme politique. Je suis convaincu que par l'Église, le Congo sera sauvé. Voilà. On va arriver à cela, apôtre. Merci encore une fois de plus à tout ce public qui nous accompagne. Je rappelle qu'ils sont membres de la Fondation Christian Numbi, qui ont voulu bien évidemment accompagner leurs leaders sur ce plateau. Alors, quelles sont les motivations pour vous, apôtre, pour finalement faire de la politique active dans le contexte de notre pays, dans le contexte actuel? Qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous a motivé à rentrer activement dans la politique? J'ai des principes en politique. Bon, deux principes qui ont... le premier principe a évolué, nous sommes maintenant au deuxième principe. Je vais d'abord énoncer le premier principe, faire de la politique autrement. Oui. Donc combattre tout ce qui a comme antivaleur dans les domaines politiques. Ne pas faire comme tout le monde, c'est ça ma mission. Oui. J'ai autant d'années en politique, vous ne m'avez jamais suivi et insulté quelqu'un. J'ai géré un parti politique où j'ai donné des députés. Je n'ai pas fait comme tout le monde. Le témoignage est là, aller à la FDC et allié. À l'époque où j'étais j'étais avec l'excellence Bahati. Vous avez, semble-t-il, trahi par bien évidemment la politique dont vous soutenez. Mais on va y arriver. On va y arriver parce que ça sera pour la première fois que je parlerai de tout ça. Donc, j'ai fait de la politique autrement. Oui. En combattant les antivaleurs. Voilà pourquoi il y a des jeunes qui ont compris ma philosophie et ma façon de faire, qui m'ont rejoint dans la Fondation Christian Numbi. Deuxièmement, faire de la politique intelligente et innovante. Intelligente et innovante. Cette intelligence-là, nous ne la puisons pas à l'université. Nous la puisons dans la crainte de Dieu. Et l'innovation dont nous apportons, c'est une politique inspirée de Dieu, qui a comme soubassement l'amour de l'autre. Voilà en grosso modo ce que je peux dire, mes principes en politique. Voilà, vous rentrez dans la politique, vous êtes dans le parti AFDC et Alliés, dont vous aviez porté la fédération du Katanga. Et finalement, l'on vous voit aux élections de gouverneur de province dans le Haut-Katanga, qui malheureusement n'a pas marché. Et d'un coup, on vous retrouve dans le même parti, mais cette fois-là, elle, Néné Nkoulou, et non, elle Bahati.
l'on parle à ce jour de la trahison, l'on veut un peu concilier l'homme des dieux que vous êtes et les traîtres qu'on retrouve dans la casquette politique. Trahison. Dans mon dictionnaire, ce mot-là n'existe pas. Je vais être très clair avec vous et je vais aider l'opinion à comprendre finalement cette situation. Oui. Mon contact politique à l'époque avec l'excellence, l'honorable, le président Mouyambo, je vais bien le définir, c'était un deal politique. Mais avant d'arriver à l'échec aux élections de gouverneur, parlons d'abord du contact avec le sénateur Bahati, à qui vous devez pratiquement un peu, même votre poste de directeur provincial de l'INSS, mais finalement, à qui vous tournez le dos, à la veille des élections. J'ai beaucoup de respect et je continuerai à garder beaucoup d'honneur et de respect envers l'excellence Bahati, le président Bahati. Mais moi, j'ai un parcours professionnel, j'ai 20 ans presque de carrière. On a gravi les échelons normalement parce que chez nous, après 3 années, quelqu'un doit avoir une promotion. L'excellence Bahati, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup formés, qui nous a beaucoup accompagnés en politique. Et jusqu'à ce jour, ces respects-là continuent à demeurer. Donc, il n'y a pas de problème entre moi et l'excellence. Rappelons bien évidemment que vous avez gravi tout ce poste parce que le ministère de l'Emploi était géré par non. non. Moi, je suis engagé à la CNSS en 2001, 2002. J'ai été nommé sous-directeur en 2012. Je n'étais pas encore de l'AFDC. Et finalement, j'ai été nommé directeur en 2016. Par le fait que je suis apprécié. Mais félicitations quand même parce que l'on sent qu'après votre événement, à la tête de la province Katanga 2, de la CNSS, il y a eu quand même des choses qui ont bougé et que les gens apprécient beaucoup le management. Donc, je ne serai pas irreconnaissant. L'excellence Bahati nous a soutenus. L'excellence Bahati, c'est presque un père pour nous. Donc entre nous, sur le plan politique, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas aujourd'hui que je me présenterai disant que Bahati n'a rien fait pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. C'est juste une question de principe. Je suis à la base, retenez bon ces mots, je suis à la base kabiliste. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, je suis kabiliste à la base. Et mon approchement à l'AFDCA, c'était aussi motivé par ça. Oui. Parce que l'AFDCA, deuxième force politique de la majorité présidentielle de l'époque, soutenant à tout prix l'excellence président honoraire Kabila, j'ai rejoint sans réfléchir l'AFDCA. Et finalement, il y a eu ce qu'il y a eu. Vous avez appris qu'à un certain moment, l'excellence Bahati voulait se détacher du président Kabila. Moi, je suis resté fidèle à mon principe. Parce que je n'aime pas la trahison. Je n'aime pas la trahison. Idéologiquement parlant, je suis kabiliste. L'excellence Bahati se décide de se détacher de Kabila. Qu'est-ce que j'ai fait? Étant loyal et fidèle à moi-même, je reste avec Kabila. Non, mais rester avec Kabila, c'est adhérer clairement au PPRD. Pas du tout. Pendant que vous adhérez à l'AFDC, le PPRD existait, qui est un parti connu, un parti de Kabila. En fait, j'aime le PPRD, c'est un grand parti, mais moi j'avais regardant plutôt avec responsabilité quel est le parti qui pouvait nous donner un peu d'espace, parce qu'en politique, il ne faut pas y entrer pour ne pas avoir un rôle visible. Là, vous êtes loyal à ce parti, vous n'êtes pas loyal à la personne par intermittence dont vous voulez accompagner. Ça veut dire que vous êtes loyal à Bahati, qui est votre autorité morale du parti, mais vous ne pouvez pas être loyal à M. Kabila alors que lui n'est pas de l'AFDC. Non, il ne faut pas faire des confusions. L'AFDCA était dans la majorité présidentielle. Oui. Et la majorité présidentielle avait une autorité morale qui était Kabila. Donc on pouvait, n'est-ce pas, même dans une famille, nous pouvons être dans une même maison, chacun aura sa chambre, mais nous appartenons tous à un père. Notre chambre s'appelait AFDCA, qui avait comme papa Kabila. N'est-ce pas? Oui. Mais si, dans l'entretemps, quelqu'un veut me détacher de cette maison-là, m'amener dans une autre maison, je dis non, je reste Kabila tout en respectant mon leader qui m'a encadré pendant un certain temps. Donc à la base, je suis kabiliste. Moi, je ne mâche pas mes mots. Je le dis clairement et je l'assume. Je suis kabiliste et je reste constant dans ma vision politique. Voilà, apôtre, vous êtes kabiliste, vous restez kabiliste. Vous vous présentez aux élections de gouverneur de province comme dans la casquette, on ne sait pas à ce jour qu'est-ce qu'il y a eu,
mais pas dans le camp de Kabila. Jean-Claude Muyambo, avec qui vous étiez sur la liste comme gouverneur et que vous vice-gouverneur, est un opposant farouche à M. Kabila. Il a travaillé avec Moïse Katumbi dans l'ensemble et il était même candidat, je crois, sur la plateforme de l'ensemble. Par quelle magie vous retrouvez-vous dans l'opposition alors que vous êtes fidèle à Kabila? Voilà, c'est la première fois que je vais aborder cette question, comme je l'ai dit tantôt, et je vous dis que je suis très à l'aise. J'ai dit que c'était un deal politique. C'était une combinaison majorité-opposition, orchestrée à un certain niveau. C'était ça, ce deal-là. Même, je l'ai dit, et je suis vraiment sincère, même l'excellence Muyambo connaissait que moi, tout en étant avec lui, à la base, j'ai resté et je demeurais kabiliste. C'était un deal politique. Un deal politique avec les méandres politiques. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a eu, parce que c'est dépassé, vous aviez échoué lamentablement à ces élections. Rien n'y sert à ce jour n'est pas de voiler ce deal politique. Non, échoué lamentablement, non. Nous étions deuxième. On mérite quand même une petite considération. On était deuxième face à une grande machine qui était le PPRD à l'époque. Et nous étions deuxième. Un deuxième n'a pas échoué lamentablement. Un deuxième de classe mérite acclamation et respect quand même, M. Eric. Donc je préfère qu'on puisse nous respecter comme tel. Bon, on vous acclame comme deuxième. Ces élections-là, terminées. Je disais, et je suis clair, j'ai parlé d'un deal politique. L'excellence Muyambo le connaît très bien. J'étais là parce qu'on voulait faire une combinaison opposition-majorité. Parce qu'au départ, on se disait que toutes les cartes étaient bonnes. Et s'il arrivait que nous prenions, je serais aussi en train de représenter la majorité présidentielle au sens de notre compréhension politique. Donc si les gens pensaient que voilà, j'ai trahi, je n'avais trahi personne. J'étais toujours dans ma philosophie kabiliste. Je l'ai dit ici, l'excellence Muyambo peut nous suivre, il sait. Et j'ai beaucoup de respect envers cet homme d'État. Et l'excellence Muyambo que j'ai approché, et c'est l'excellence Muyambo que les gens suivent à la télévision, par moments sont deux personnes différentes. C'est une personnalité politique qui m'a beaucoup marqué. On a fait ces deals-là, ça a tenu parce qu'on était deuxième, donc les députés nous ont fait confiance. Malheureusement, on n'a pas pu être premier, mais l'histoire retiendra que nous étions deuxième, et voilà. Voilà, les élections de gouverneurs de province qui ont été émaillées de beaucoup de plaintes, entre autres la corruption qui a été décriée d'une manière assez élevée. Vous êtes apôtre, vous faites un deal politique, l'on vous accuse de la corruption. Comment arrivez-vous à gérer tout ça? Non, en fait, écoutez... Parce qu'il faudrait rappeler que vous aviez mis un gros paquet. Vous aviez mis un gros paquet pour certains députés, ce qui a même dénoté vos plaintes par le fait que certains députés pour qui vous aviez pris contact, avec qui vous avez pris contact de la majorité, ont été séquestrés dans des hôtels ici à Lubumbashi. En fait, retenez une chose. Oui. La victoire de l'excellence Kiaboula, étant kabiliste comme moi, c'était aussi ma victoire. Dire qu'il y a eu corruption, tout ça, je ne sais pas, nous avons contacté, parce que déjà à la base, au niveau de l'hémicycle... Vous aviez porté plainte oui, on avait porté plainte, c'est normal. Il y a eu de contentieux... C'est la démocratie, c'est ça. Quand il y a démocratie, il y a séparation des pouvoirs. Dans un état de droit, quand on n'est pas d'accord avec un résultat, on peut décrier les choses. Tout ça, ce sont les jeux politiques. Alors, vous nous rassurez qu'aux élections de gouverneurs, il n'y a pas eu de corruption? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Dites-nous un peu. Moi, j'appelle ça les jeux politiques. Dites-nous s'il y a eu corruption, si vous vous êtes plaint. J'ai dit qu'il y a eu des jeux politiques, mais il y a eu un victorieux que nous respectons, qui nous gère aujourd'hui. Il y a eu des jeux politiques. Merci, on comprend. Alors, on va finalement passer, et puis finalement, après, vous retournez dans AFDC, cette fois-là, au centre d'un conflit de paternité entre Excellence Bahati Lukwebo, qui est sénateur, mais également Madame le ministre Néné Nkoulou, qui a finalement arraché le parti à Bahati Lukwebo grâce à ces jeux politiques dont vous évoquez. N'est-ce pas de l'injustice? En fait, je vais aborder la question juridiquement et politiquement parlant, parce que je suis juriste de formation, comme vous venez de le dire. AFDCA appartenait à une famille politique qui était liée par
une convention ou bien un contrat entre l'autorité morale et les chefs des différents partis politiques qui faisaient, n'est-ce pas, partie de cette machine électorale qui, en réalité, n'avait pas de personnalité juridique pour présenter les candidats à la base. Oui. Mais les gens ne doivent pas occulter qu'il y avait un accord entre l'autorité morale et les différents responsables des partis politiques. Il y avait un accord. Le Code civil, livre 3, à son article 33, dit « Les conventions légalement tenues tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites. Bien que le FCC n'avait pas la possibilité, étant dépourvu de la personnalité juridique, de présenter des candidats à l'élection, mais cet accord-là faisait loi entre partis. L'Excellence Bahati estime être déçu par rapport au comportement, je voudrais préciser la chose ici, de certains partis politiques au sein de la famille, et finalement il décide de se retirer. La FDCA comme regroupement était lié au FCC par un accord. Je venais d'évoquer l'article 33 du Code civil livre 3 qui constituait une loi. Bon, les gens ont estimé que c'est l'individu qui s'est rébellé. On met l'individu de côté parce que les liens contractuels entre les regroupements et la machine électorale demeuraient. Parce qu'à la base, il y a une loi. Bon, moi, un juriste, deuxième élément, je suis kabiliste à la base. Je suis kabiliste à la base. Le mot d'ordre que je dois écouter, c'est le mot d'ordre de mon autorité politique qui répond à qui répond à mes aspirations politiques, c'est Kabila. Je l'ai dit, je n'ai pas honte de le dire. C'est Kabila. Nous faisons tous le choix. Et moi, je respecte les choix des autres. Voilà pourquoi je suis resté, parce qu'à la base, il y avait un accord. Juriste de formation, c'est le cours de droit des obligations qui m'a appris cet article-là. Donc, je suis resté dans le FCC au nom de cet accord. Et finalement, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Les parlements, les députés ont aussi fait leur choix, étant dans un régime parlementaire. J'aimerais que vous reteniez très bien les mots. Dans un régime parlementaire, le poids ou la valeur d'un parti politique, ce sont les députés. Et les députés ont fait leur choix, ils ont aussi rejoint le FCC. Après plusieurs pressions. Bon, pression... Après plusieurs pressions. En fait, nous devons aussi être sincères. Oui. Il ne faut pas être imaginaire. Quand nous parlons, nous devons être réels. Moi, je n'étais pas là, mais nous avons vu que les députés ont fait leur choix. Et je pense que ce sont des personnes responsables. Moi, ici, on ne peut pas m'imposer un choix. Vous êtes en train de le constater. Je lève une option, je respecte l'option. À un adulte, on ne peut pas parler de pression. Un adulte, quand il fait son choix, il faut respecter son choix. Donc voilà, au niveau parlementaire, il y a la majorité parlementaire qui a aussi accepté de rester dans les FCC. Bon, je ne peux pas rentrer dans ces débats. Moi, personnellement, je vous ai donné ma motivation à double niveau. Primo, l'article 33 du Code civil livre 3, parce qu'il y a un accord, je respecte l'accord. Mais tout ça soutenu par mes aspirations politiques. Voilà, ça c'est sur le plan juridique que vous nous avez évoqué cette question. Ouais. Allons sur le plan politique, où l'on sait que AFDC et Allié est un parti à la base créé par Bahati Lukwebo. Il a peiné avec ce parti pour arriver à un moment donné à être parmi les plus grands siégeants dans la majorité présidentielle de l'époque, qu'on appelle FCC. Mais finalement, on retrouve encore cette question des dédoublements de partis qui a été machiné politiquement. On sait qu'il y a eu machination pour finalement porter Excellence Denis Nkoulou à la tête de ce parti. Et certains hommes de Dieu faisant partie de ce regroupement accompagnent cette machination ou cette traîtrise de dédoublement de partis. Non, je vous interdis de parler de la machination, de traîtrise. Je vous demande tout simplement de constater la réalité. De constater la réalité. Je vous ai expliqué la question sous le plan des droits. Sous le plan politique, oui. Cet aspect des choses est soutenu par cet accord-là. Et moi, je considère ces problèmes comme des problèmes typiquement d'une famille. Ça finira par trouver une solution. Même s'il y a eu tout ce qu'il y a eu, demain, nous espérons que les choses vont s'arranger.
Voilà, c'est ce que je peux dire. Que les choses vont s'arranger, on verra. Au niveau de la famille. L'apôtre Christian réintégrer l'AFDC de Bahati, parce qu'il y a maintenant des ailes. Hein. On parle de l'aile Bahati, on parle de l'aile de Nenkoulou, et vous aviez déjà fait votre choix. Je n'ai pas fait de choix. C'est pas que j'ai choisi. Je suis resté là où il y a l'accord. Je n'ai pas fait de choix. C'est pas que j'ai choisi. Je vous dis, je suis constant en tant qu'homme de Dieu. Je n'ai pas fait de choix. Je suis là où je devais être. C'est ça. Voilà, avant d'arriver à aborder la question politique d'actualité, on va quand même essayer de parler de la fondation. Fondation dans laquelle nous retrouvons l'ONG AFO, qui est finalement affection des orphelins démunis. Vous créez ces ONG ou encore cette fondation pour que finalement vous vous rassurez de votre base personnelle, ou c'est à titre de compassion, parce que l'on voit des orphelins, l'on voit qu'ils sont démunis, que vous vous attachez à cela? Non, j'ai commencé ces activités en 2011. Je n'avais même pas à l'époque, je n'étais pas trop dans la politique à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'étais deuxième personnalité de la fondation, de l'Objectif 2011. Vous vous rappelez, il y avait le président, le coordonnateur national, Dieudonné Kishi. Moi, j'étais son adjoint. Je m'occupais des questions juridiques et politiques à l'époque déjà. Je soutenais déjà Kabila en 2011. Et bon, ce n'était pas une association à proprement parler de politique. C'était juste des jeunes qui se réunissaient autour de la vision de Kabila. Et après, j'ai mis en place l'ONG, d'abord la Fondation Christian Nombi, que nous avons converti en ONG. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis orphelin de père et de mère, trop jeune. Voyant la main de Dieu dans ma vie, je me suis proposé, avec le peu que j'avais, de soutenir les orphelins et que je continue à soutenir. C'est ça la motivation première. Donc, c'est une façon de dire à Dieu merci. Je crois qu'en 2011, je n'étais même pas candidat. Vous avez remarqué que depuis 2011 jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été candidat. À part le fait que j'ai été candidat gouverneur, mais comme candidat député, je ne l'ai jamais fait. Parce que ma motivation première, c'était aider les gens. Même jusqu'à présent, je ne suis pas encore très convaincu de postuler comme candidat député. Moi, je travaille pour l'émancipation, pour l'émergence des autres. L'émancipation et pour l'émergence des autres. Je pense que même dans la ville ici, je suis le seul président fédéral qui a beaucoup travaillé, mais qui ne s'est pas présenté. Et j'ai une base avérée. La Fondation Christian Nombi ici, c'est une force, c'est une machine qui m'appuie et qui me pousse. J'ai pris cette base, je l'ai offerte à d'autres personnes pour que finalement qu'il y ait d'autres députés. Donc à la base, ce n'est pas des aspirations politiques, à la base c'est mon cœur. À la base c'est la reconnaissance. Étant orphelin, beaucoup de gens me connaissent. Orphelin, trop jeune, j'ai perdu mon père. Mon père est mort à 35 ans et ma mère est morte à 38 ans. Je me suis battu seul avec la grâce de Dieu. Je suis arrivé là où je suis, alors je n'aime jamais voir un orphelin souffrir. C'est mon principe de vie. Je ne le fais pas parce qu'on serait voté un jour. Mais si ma base estime que pour me donner encore assez de force, je dois postuler, je pense que c'est cette même base qui travaillerait pour que je puisse monter. Parce que qui paie le moins, paie le plus. Si j'ai beaucoup d'espace politique... Allez-y, apôtre. Oui, si j'ai fait avec ce que j'ai fait avec mon salaire, s'il me donnait assez d'espace politique, assez de pouvoir, j'aiderais encore beaucoup d'autres personnes. Voilà. Vous êtes dans des deals, hein? Apparemment vous aimez les deals avec la fondation, vous recommandez des gens de ministres, vous recommandez des gens dans des postes de l'emploi et tout, ça vous suffit pour que vous n'arrivez pas à postuler? Non, en fait, je suis un pont. Hein. Je suis un pont, voilà la motivation de faire... Un peu faiseur de roi. Non, vous êtes dans l'ombre et puis... Chacun a son étoile, je respecte... Vous recommandez ça et là, on apprend que tel est ministre grâce à vous, on apprend que tel est directeur grâce à vous, et ça vous suffit. Non. Tout ça dans le deal politique que vous appréciez tant, apparemment. Eric, vous avez votre étoile. Vous êtes un homme intelligent. Mais nous sommes dans un pays où si vous n'avez pas de parapluie, vous n'aurez pas ce qui vous revient de droit. Et moi, je pense, avec la prière, avec mon apport en tant qu'individu, je peux aider les jeunes intelligents à émerger. Il n'y a pas de deal là-bas. Il n'y a que la sincérité des cœurs. Merci, apôtre. Voilà, mesdames, messieurs, on va aborder la question d'actualité politique à ce jour. Vous le savez, apôtre, depuis quelque temps, l'on parle de l'arrestation du directeur de cabinet du chef de l'État actuel. Cela laisse beaucoup de gens polémiquer et même parler. Vous, en tant que responsable politique, quelle lecture faites-vous face à cette situation? Peut-être une toute petite analyse
une toute petite analyse politique et juridique de cet aspect des choses, parce que politiquement, je n'ai pas assez d'arguments. Je me refuse de faire tout commentaire. Oui. Mais j'estime que quand il y a infraction, le parquet a le droit de rechercher. En fait, initialement parlant, la mission du parquet, c'est de rechercher les infractions. Il y a eu soupçon, il y a eu tout ce qu'on a dit. Ce n'était que normal que le directeur de cabinet soit interpellé. Je voulais ici préciser une chose. Jusqu'à preuve du contraire, le directeur de cabinet, c'est un innocent parce qu'il jouit de la présomption d'innocence. Il est juste un inculpé. Un inculpé à qui on pose des questions, on veut se rassurer si réellement il est dans cette affaire. Que les gens n'acclament pas qu'il a volé. Soyons sincères juridiquement parlant. La deuxième question, est-ce qu'il fallait-il les mapper, les mettre sous mandat d'arrêt provisoire? À ce niveau-là, moi j'estime non. Non, parce que sa fuite n'est pas à craindre. Il est là, il est congolais d'ailleurs, c'est tombé pendant que les frontières étaient fermées. Je me pose la question pourquoi on l'a mappé. Bon, ça c'est une analyse purement juridique. Mais refuser au parquet de faire son travail aussi, ce n'était pas normal. Donc voilà mon analyse un peu d'une manière synthétique. Mais par rapport à la dimension politique, je me refuse de faire les commentaires, mais je respecte quand même l'état de droit qui commence à faire face dans notre pays. Pensez-vous qu'on est sur le vrai chemin d'un état de droit? Pour faire 1000 pas, il faut commencer par un pas. C'est le premier pas, il faut acclamer. Malheureusement, les Congolais ne sont pas toujours disposés à acclamer et à encourager les bonnes initiatives. Mais la plupart pensent que ce qui a été déclenché comme un pas vers l'état de droit risque d'entraîner plusieurs personnes dans ce pétrin, et on voit plusieurs cadres de la majorité présidentielle FCC n'est pas finalement être d'accord sur cette lancée. Vous êtes également dans la gestion de la chose publique. N'avez-vous peut-être pas peur que cela pourra arriver jusqu'à votre gestion si jamais vous êtes entaché par plusieurs autres méfaits? Détournement, corruption. Je n'ai pas peur, je sais gagner mon pain justement. Mais il y a un problème. Vous savez pourquoi la Chine s'est développée? WhatsApp n'existait pas en Chine. Facebook n'existait pas en Chine. On interdit aux Chinois d'être focalisés sur les ondits. Laissons la justice faire son travail. Malheureusement ici, même un garçon de rue, même un communicateur d'un parti politique, tous deviennent constitutionnalistes, tous deviennent privatistes en droit, tous maîtrisent la procédure. Je préfère conseiller les Congolais. Avec cette allure, les pays n'avanceraient pas. Tout ce qu'on est en train de raconter là, qui l'a dit? Personne. Les gens imaginent, ils publient. Et malheureusement, quand on publie, on ne vérifie même pas le niveau de celui qui a publié. On fait foi à tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Laissons les parquets faire son travail. L'instruction est secrète. C'est un principe de droit. Tout ce qu'on raconte, qui a dit qu'on va arrêter tout le monde? Mais pourquoi ça effraie certaines personnes? Non, qui est effrayé? Entre celles de votre camp politique? Qui est effrayé? Qui est passé à la télévision en disant que moi je suis effrayé par cette procédure? C'est de l'imagination pure et simple. C'est de la communication politicienne émaillée de la méchanceté et l'intention de troubler la quiétude. Non, nous sommes intellectuels. Nous devons... Vous avez étudié. Vous avez vraiment étudié. Nous avons étudié. Ne nous laissons pas entraîner par les gens qui n'ont pas de niveau, qui publient des choses sur les réseaux. Moi, je pense qu'un peu de minimum de respect pour les juristes. Laissons les parquets faire son travail. L'instruction est secrète. S'il est vrai que tel aussi sera interpellé, nous le connaîtrons. Même si on l'interpelle, ce n'est pas qu'il a volé. Vous savez qu'après les parquets, il y a le tribunal. C'est le tribunal qui finalement qui convertit les détenus, les prévenus en détenus. C'est ça. Donc, tant qu'il n'y aura pas de jugement à toutes ces personnes-là qui sont soupçonnées, il y a une présomption d'innocence. Évitons de nous laisser entraîner par les bruits de la rue. C'est ça. Voilà. Parlons de la seconde question d'actualité. C'est la polémique autour du congrès convoqué par le président du Sénat, qui mettait en cause la décision du chef de l'État de convoquer l'état d'urgence, finalement tranchée par la Cour constitutionnelle. Mais la plupart pensent que le FCC trame quelque chose. Vous, FCC, qu'est-ce que vous complotez contre l'institution président de la République? Que les gens lisent intelligemment et froidement la Constitution.
il n'y a pas de débat. Malheureusement, Eric, aujourd'hui je regrette. Je regrette les niveaux de débat qui caractérisent notre pays. Et des fois soutenus par des acteurs politiques. Lisez l'article 85. Oui. Lisez l'article 119. N'occultez pas l'article 144 et 145. Oui. Je vais donner l'intelligence juridique de ces articles-là. Les derniers alinéas, parce que je ne parlerai pas de ce qui a été évoqué par les acteurs politiques. Les derniers alinéas de l'article 85 disent expressément ceci. Les modalités pratiques de l'état d'urgence devront être contenues dans une loi. Je renvoie les auditeurs à la lecture de cet article. Les derniers alinéas. Qui vote les lois? Ça ne se vote pas dans un congrès. Qui ça se vote vote séparément entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Qui vote les lois? Ça, c'est la première question. Oui. Qui vote les lois? C'est le Parlement. C'est la question, je m'excuse, c'est à vous de me poser des questions. Je suis en train de... Donc, c'est le Parlement qui vote les lois. Oui. Je vais à l'article 144. Avant d'aborder l'article 144, j'aborde l'article 145, parce que je suis en train de faire ma spécialisation en droit constitutionnel. Mais revenons également à l'article 85 qui stipule clairement que les chefs de l'État proclament l'état d'urgence. Ils convoquent, bien évidemment, avant, ils convoquent le Premier ministre, le président du Sénat et celui de l'Assemblée après nationale. Après concertation avec les présidents des deux chambres et le Premier ministre, le président proclame l'état d'urgence. Ça, c'est le soubassement, c'est la procédure, c'est le socle, c'est la piste qui donne au président la possibilité, parce qu'il constate que l'État est en danger, les institutions ne peuvent pas fonctionner normalement. Il convoque les premiers ministres, il convoque les deux présidents, mais jusque-là, il ne faut pas oublier une chose. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, il y a des postulats. La séparation des pouvoirs et la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Il faut faire la part des choses entre le régime présidentiel et le régime parlementaire. Je vais à l'article 144. Jusque-là, la procédure n'est pas biaisée. Après la promulgation, il reste deux choses importantes à faire. Primo, je vais d'abord directement à l'article 145. En conseil des ministres, le président promulgue les ordonnances portant mesures d'urgence ou l'état de siège. Il est obligé, selon l'article 145, d'aller poser la question à la Cour constitutionnelle. Ce qui a été fait. De la constitutionnalité de ces ordonnances-là. Ce qui a été fait. Mais j'ai vu les gens acclamer en disant que la Cour constitutionnelle a tranché. La Cour constitutionnelle... Mais parce que la Cour nous renvoie à une jurisprudence qui a existé en 2007, pendant que le FCC était majoritairement au pouvoir, il ne tenait même pas compte du respect des lois. Il n'y avait même pas lieu de nous renvoyer à cette jurisprudence, parce que c'est une procédure normale. Le président devrait et doit poser la question de la constitutionnalité de ces ordonnances à la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas une victoire d'un camp contre un autre camp. L'article 144, premier alinéa, on donne les principes. Le président promulgue l'état d'urgence. Deuxième alinéa, il y a un mot important que les gens occultent. Des droits. Après promulgation, des droits. Les deux chambres se réunissent en congrès. Dernier alinéa de l'article 144. On donne même le pouvoir au congrès d'annuler l'état d'urgence. Donc, c'est que je pense, ici je parle en scientifique, en juriste, s'il y a un langage politique, s'il y a un langage politique que je ne maîtrise pas, en tout cas je me réserve de tout commentaire. Je ne fais que la lecture des articles de la Constitution. Le dernier alinéa donne le pouvoir au Congrès d'annuler l'état d'urgence. S'il n'y a pas, en cas de silence du chef de l'État, s'il n'y a pas de prolongation de l'état d'urgence. Non, pas nécessairement, parce que l'alinéa 5e de l'article 144 dit qu'après 30 jours, parce que l'état d'urgence ne peut pas durer au-delà de 30 jours, après 30 jours, le président doit rentrer au Parlement, demander la prorogation. C'est le président cette fois-là qui convoque le Congrès pour prolonger cet état d'urgence. Le président ne peut pas convoquer le Parlement.
Le Congrès, Le Congrès ne peut pas convoquer les présidents. Il faut dans la logique du régime parlementaire où il y a séparation des pouvoirs. Il y a séparation des pouvoirs. Donc il faut, dans une démocratie, il n'y a pas d'injonction entre pouvoirs. Il y a collaboration. Voilà pourquoi Mme Mabunda parlait de la courtoisie institutionnelle. Institutionnelle. En somme, il y a eu des agendas cachés derrière ces congrès? Ça, je ne sais pas. Monsieur Christian. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas faire des commentaires sur ce que moi je ne sais pas. Vous êtes du FCC? Non, écoutez, je ne suis pas... Ici, je ne parle vous avez pas... un plan politique? Non. Ici, je ne parle pas comme communicateur du FCC, je parle comme acteur politique et analyste politique et aussi juriste en train de faire une formation approfondie en droit constitutionnel. Voilà ce que je peux dire. Donc les autres aspects des choses qui ont été évoquées, évitons que la rue commence à gérer les institutions de l'État. C'est très grave. Nous avons un très bon président. Moi, j'aime beaucoup le président Tshisekedi. Sincèrement, je vous dis. Je le trouve un peu sérieux. Je le trouve aussi un peu... il est patriote. Qu'on ne le distrait pas. Qu'on ne le distrait pas. Si nous distrayons le président, ça sera très dommage. Voilà, on va chuter petit à petit déjà avec ce programme. Merci donc à toutes les personnes qui nous suivaient de partout. On va comme évoquer que vous avez un doctorant en droit. Et sur quelle thèse avez-vous... Non, je n'ai pas encore défendu ma thèse. Oui. J'ai eu mon DA, où j'ai abordé effectivement la question relative à l'état des droits. Voilà pourquoi je suis très à l'aise. J'ai parlé de la Cour constitutionnelle dans mon travail de fin de cycle, de 3e cycle. L'apport de la Cour constitutionnelle dans l'émergence d'un état de droit. Donc je n'ai pas encore défendu ma thèse, mais d'ici peu, je crois que par la grâce de Dieu, d'ici 2022, je vais défendre ma thèse. Donc je suis déjà en chantier et les choses évoluent très bien. Mais dans l'entretemps, toujours par la grâce de Dieu, je suis en train de faire mon master en Belgique, à l'ILB, où j'ai fait, maintenant je suis au Master 2. Donc d'ici l'année prochaine, j'aurai cette fois-là un diplôme belge en droit, finalité droit public. Voilà, on espère vous retrouver prochainement dans la casquette du professeur dans notre plateau. Priez pour nous et soutenez-nous par vos prières. On va terminer notre programme. Je crois qu'on a épuisé le temps. Un message de paix en tant qu'apôtre, d'abord à votre communauté, Vision Carmel, mais également à tous les chrétiens qui en ce moment ont eu l'occasion de suivre ce magazine avec vous comme invité ce soir. Bon, je suis en train de dire d'abord à l'Église Corps du Christ que nous avons une responsabilité par rapport à ces pays. Nous sommes en train de constater comment est-ce que le diable s'agite. Il n'y a que l'Église qui peut donner la paix. Il n'y a que l'Église qui peut donner la paix. Et je préfère que l'Église joue son rôle et que l'Église ne se laisse pas totalement entraîner par les opinions politiques ou bien par l'égocentrisme politique. L'Église a l'obligation de rester dans tout ce qui est juste. Ça, c'est l'interpellation par rapport à l'Église Corps du Christ. Par rapport à l'Église Vision Carmel, ils connaissent ma détermination, ils connaissent mon combat. Je combat pour la justice et je ne lâcherai pas. J'ai besoin de leur soutien et ils doivent continuer à suivre la vision que Dieu nous a donnée. Parce que depuis le début de l'année, Dieu nous avait révélé que cette année était une année de récompense, était une année de sélectionner. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait dit ça, mais nous avons constaté qu'il y a une sanction divine qui est en train de descendre, mais les enfants de Dieu ne doivent pas paniquer. Ils connaissent les principes que je leur ai déjà donnés, les principes bibliques, que nous puissions toujours continuer à demeurer dans la crainte de Dieu, parce que c'est ça notre force. Apôtre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Ce soir, le prochain rendez-vous, c'est pour le samedi prochain à partir de 21h15 sur la même chaîne. Merci et à la prochaine.